Bon, alors, nous allons démarrer la sixième session dans la thématique et culture numérique. Tout d'abord, nous accueillons Marin et professeur à l'ENSA de Grenoble, directeur du laboratoire méthode et histoire de l'architecture, qui va introduire cette thématique par une conférence intitulée Régime de visibilité de l'intelligence artificielle. Alors, bon, je vais, dans cette présentation, d'une certaine manière, me mettre un peu en déséquilibre parce que ce n'est pas complètement mon domaine d'expertise. Je vais expliciter à travers ces quelques slides et je pense me mettre en prolongement, en fait, de la série de présentations qu'on a eues ce matin parce que je vais adresser la question des cultures visuelles. Enfin, je vais me situer dans le domaine des cultures visuelles et il me semble que les présentations qu'on a eues ce matin adressaient aussi ce domaine-là. D'une certaine manière, mon objectif, c'est de contribuer à la compréhension des régimes de visibilité et c'est le titre de cette présentation, les régimes de visibilité de l'intelligence artificielle. Et, pour explorer cette question, en fait, je vais mobiliser essentiellement deux notions, la notion de visualité et la notion de performativité. Donc, cette question de la visualité s'inscrit complètement dans les cultures visuelles et s'intéresse, on en a parlé ce matin, à la circulation des référents, à la manière avec laquelle les images sont classées ou mises en relation pour aller au-delà de la question de l'iconologie, de l'icône, de l'iconologie. Voilà, donc ça, c'est la question de la visualité, hein. On va considérer les images à travers le réflecteur culturel, on va considérer qu'elles s'inscrivent dans un contexte qui est social, technique, scientifique. Et ce que je vais principalement considérer de mon côté, c'est la dimension technique, instrumentale de ces processus de production, de diffusion et de traitement des images. La deuxième notion que je mobilise, c'est la notion de performativité. Pour en donner une définition simple, hein, derrière cette question de la performativité, il y a l'idée que l'énonciation réalise ce qui est énoncé. Quelque chose est performé quand une énonciation réalise ce qui est énoncé. Ça veut dire par exemple que lorsque le maire déclare à un couple je vous déclare mari et femme, l'énonciation de cette déclaration constitue le mariage. L'énonciation est la déclaration qui constitue le mariage, la dimension performative de cette déclaration. Donc voilà, ça c'est un peu le contexte théorique dans lequel je vais me situer. Et l'idée, l'objectif, hein, c'est d'essayer de comprendre comment l'IA transforme nos modes de connaissance, comment elle influence nos imaginaires et comment elle modifie peut-être nos habitudes perceptives et comment les techniques optiques contribuent à construire des habitudes perceptives spécifiques. Alors pour ça, j'ai une présentation en quatre grands chapitres, on va dire. Première chose autour de la visualité, avec un slide qui s'appelle de la vision à la visualité. Une deuxième chose, en faisant un détour par la question de l'inscription des connaissances, pour comprendre comment les connaissances émergent de l'inscription de l'information, dont le fait d'inscrire une information participe à la construction des connaissances. Vous comprenez que derrière ça, je vais considérer que l'IA est une technique d'inscription. Et puis ensuite, on va parler de la question de la performativité en passant par la performativité de la perspective, pour comprendre aussi que toutes les techniques de représentation accompagnent des formes de performativité, y compris la perspective. Et puis ensuite, j'essaierai de délimiter ou d'identifier la performativité de l'IA, quelque chose qui restera en construction, vous allez voir.
Alors, pour commencer sur la question de la visualité, mais un certain nombre de choses finalement ont été dites entre hier et aujourd'hui et ce matin sur cette question de la visualité. On a parlé hier et ce matin aussi de la place de la photographie dans l'évolution de ces techniques de représentation, hein. Donc là, de nouveau, je fais référence à l'ouvrage de Walter Benjamin, l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité, hein, parce que effectivement, l'évolution de ces techniques de représentation, la photographie et le cinéma, enfin, l'émergence de ces techniques de représentation ont transformé l'œuvre d'art en renouvelant les modalités de production et de reproduction et de duplication de l'œuvre, en interrogeant l'authenticité, la notion de race a été mentionnée, en constituant de nouvelles formes d'expériences esthétiques qui sont parfois collectives avec la projection cinématographique, en constituant de nouvelles représentations du monde. Avec le cinéma, on voit un monde qui est animé, dynamique, en mouvement, et tout ça engendre de nouvelles formes de représentation, par exemple en peinture, et le nu descendant l'escalier de Marcel Duchamp en est un bon exemple, hein. Donc on peut dire que ces techniques de représentation ont un effet sur notre imaginaire et sur notre imagination, qu'elles participent à la constitution de nos habitudes perceptives, qu'elles influencent, façonnent, construisent nos habitudes perceptives, que différentes expositions, expérimentations contribuent à éduquer notre regard. On apprend à regarder ces images, on, on, on passe on traverse, on vit des expériences culturelles qui également contribuent à façonner ce regard, hein. Et ces expériences culturelles ou ces représentations passent par l'usage notamment de techniques optiques, ici le cinéma ou la photographie, hein. Cette compréhension et cette éducation passent également par la pratique de ces techniques. Et ces techniques et ces dimensions culturelles constituent leurs propres normes, enfin constituent des normes de représentation, des normes de visualité, des normes de visibilité, constituent des régimes de visibilité. Bon, voilà, ça c'était une première référence pour dire que cette relation aux techniques symboliques et aux techniques optiques s'inscrit dans une histoire longue. La deuxième idée est la notion d'inscription des connaissances. Et là, je fais référence à un article de Latour qui s'appelle Les vues de l'esprit, qui a été publié en 1985, dans lequel il montre bien que l'ensemble des techniques dites scripto-visuelles contribuent à constituer des connaissances. Les techniques scripto-visuelles, ce sont l'ensemble des techniques qui permettent d'inscrire de l'information. Par exemple, des tableaux, des listes, des formules, des diagrammes, des équations, l'archivage de dossiers, la constitution d'archives, les dessins, tout ça, ce sont des techniques d'inscription qui mettent en forme de l'information, généralement sur une page, et c'est la prise de connaissance de cette information à travers son inscription, à travers son enregistrement, à travers sa visualisation, à travers son partage, qui permet de faire émerger une connaissance. Une information qui est inscrite, elle devient présentable, elle devient lisible, elle devient partageable, elle peut permettre de construire des combinaisons ou des comparaisons, hein. Elle permet de faire émerger cette connaissance. Et certaines de ces techniques d'inscription ont des qualités, présentent des qualités particulières parce qu'elles vont permettre de spatialiser l'information sur la feuille. Et la spatialisation de l'information a également des qualités quant à l'intelligibilité de l'information, et donc l'interprétation de l'information. En faisant référence à ces grandes techniques historiques d'inscription des informations, hein, en creux d'une certaine manière, considère que l'intelligence artificielle est une technique émergente d'inscription des informations. Je vais considérer que l'intelligence artificielle a une capacité d'inscrire, d'enregistrer de l'information qui nous est donnée à voir et dont on va avoir une capacité, la capacité de l'interpréter. Un deuxième écran autour de cette question de l'inscription des connaissances pour prolonger les propos de Latour et pour faire référence cette fois à un philosophe qui s'appelle Bashimon, un philosophe des techniques, et notamment en faisant référence à un ouvrage qui s'appelle Le sens de la technique, publié en 2010, dans lequel il considère les structures conceptuelles de l'écriture,
un des fondements de ces techniques d'inscription, c'est l'invention de l'écriture. Hein, et pour lui, les structures conceptuelles de l'écriture sont au nombre de 4. Il y a la liste, le tableau, la formule et le schéma. Donc, la liste permet par exemple l'inventaire ou l'énumération, le tableau permet la mise en relation, la formulation est associée à une forme d'abstraction du raisonnement. Et Bachimon met en parallèle ces structures conceptuelles associées à l'écriture avec les structures conceptuelles qui sont rendues possibles par la généralisation du numérique, qui sont rendues possibles par le numérique. Et le numérique est associé à 3 autres nouvelles formes, nouvelles structures conceptuelles, que sont le programme. Donc, le programme est également une modalité d'inscription. Hein. Par contre, le programme permet d'exécuter des séquences, donc de traiter de l'information. Ensuite, il identifie le réseau, qui est un peu le parallèle du tableau. Donc, comme le tableau mettait en relation, le réseau met en relation, mais il met en relation de manière dynamique des quantités d'informations qui sont beaucoup plus importantes. Hein. Puis, il identifie également la maquette numérique comme une forme de simulation des phénomènes. Mais peut-être que ce qui est important ici, c'est de dire que ces structures conceptuelles du numérique permettent d'accéder à un niveau de complexité supérieur, permettent d'accéder à une organisation de l'information qui n'était pas possible, qui n'est pas possible sans l'usage de ce mode d'inscription particulier qui est celui du numérique. Et de nouveau, vous comprenez que derrière cette référence, hein, je vais considérer que l'IA, qui est une technique d'inscription du numérique, donc encore une fois, donne à voir un type d'information qui lui est propre. Voilà, donc on arrive maintenant à la question de la performativité. On va commencer par la performativité de la perspective. Alors, je le redis, hein, la performativité, c'est le fait qu'une énonciation réalise ce qui est énoncé. Le fait d'énoncer la chose qui rend la chose réelle et qui réalise la chose. On peut considérer que l'ensemble des techniques, et notamment la perspective, hein, a un caractère performatif dans la mesure qu'elle constitue elle-même les normes et les habitudes perceptives de son époque. Sans l'invention de la perspective, on ne verrait pas le monde, on ne représenterait pas le monde selon les mêmes principes géométriques. D'une certaine façon, je vais essayer d'illustrer ça sur le slide d'après. Hein. Donc, à travers, c'est la pratique de la perspective hein, qui va configurer notre mode de pensée et notre rapport au réel. Enfin, la pratique de la perspective a une influence sur la manière avec laquelle on voit et on pense le réel. Alors, quels sont ces constituants de la perspective? De manière un peu subjective ici, quelques illustrations qui font référence, on va dire, à l'émergence de cette technique. Donc, la perspective est également une technique d'inscription. Hein. Elle permet d'organiser une information. C'est également une technique culturelle qui permet de produire un ensemble de représentations culturelles qui sont partagées et qui circulent. Et cette perspective a des caractéristiques qui lui sont propres. Enfin, la construction d'une représentation en perspective est associée à des caractéristiques tout à fait singulières. En voici quelques-unes. Hein. D'abord, c'est une forme de géométrisation de l'espace. Hein. Dessinée en perspective, on mobilise des questions géométriques. Hein. L'espace est géométrisable et cet espace, il est homogène, il est mesurable et il est construit à partir d'un point de vue monoculaire, d'un observateur qui est immobile et qui est situé dans l'espace. Tout ça, ce sont des choix, des conditions de construction des représentations. Hein. Ça impose, par exemple, une forme de séparation entre le sujet qui observe et l'objet qui est regardé. D'une certaine manière, on pourrait dire que la perspective contribue à cette séparation qui existe entre le sujet et l'objet et qui caractérise aussi notre époque. On pourrait dire également qu'à travers ces principes et ces normes et ces règles, hein, la perspective va déterminer les principes de vraisemblance. Ce sont les règles de la perspective qui déterminent la vraisemblance, qui instaurent les normes du visible. Par exemple, la taille d'un personnage est dépendante de la distance à l'observateur. Mais
Ce principe n'est simplement qu'une règle que nous donnons ou qui sont données par la perspective, hein, et on pourrait envisager d'autres règles dont la taille de l'objet pourrait dépendre d'autres facteurs que de la distance à l'observateur. Voilà, donc l'ensemble de ces principes, et la pratique et l'exercice de la perspective constituent, façonnent d'une certaine manière nos habitudes perceptives et nous voyons le monde à travers cette grille, cette ligne d'horizon et ces points de fuite. Alors, maintenant le sujet, mais qui est assez délicat d'une certaine manière, c'est d'essayer d'identifier quelle est la performativité de l'intelligence artificielle. Quelles sont les habitudes perceptives que l'intelligence artificielle façonne. Alors, je vais d'abord considérer que l'IA est une technique d'inscription, je l'ai dit, hein, elle permet d'inscrire, d'enregistrer et de partager de l'information, de faire circuler de l'information. C'est également une technique culturelle, elle construit des représentations et nous en avons vu de nombreuses ce matin. Et j'ai ici ajouté l'adjectif prédominante, c'est une technique culturelle prédominante qui est largement répandue et on va considérer qu'elle est quasiment généralisée. La question alors, c'est de savoir comment elle va influencer nos habitudes perceptives, quels sont les régimes de visibilité qui l'accompagnent, c'est-à-dire quelles sont les normes, les principes, les processus, les pratiques qui sont associées à cette technique. Et d'une certaine manière, on pourrait en identifier une première tout à fait originale qui repose sur le fait qu'aujourd'hui, on est capable de construire du visible à partir du dissible. On construit une relation étroite et directe entre les mots et les images, et c'est déjà une chose tout à fait nouvelle. Bon, pour essayer de répondre ou de tenter un premier élément de réponse à cette série de questions et à la volonté de caractériser cette performativité, je vous propose de considérer deux choses. La question du regard algorithmique et la question de l'espace latent. C'est à travers la caractérisation de ces deux choses qu'on propose d'esquisser les limites de cette performativité. Alors, le regard algorithmique, tout d'abord, et on pourrait dire en fait que le regard algorithmique est composé de 4 types d'activités: captation, la génération, la modification et le voir de l'image. Dans la littérature, on va définir le regard algorithmique à travers ces 4 activités. Alors, la captation, d'abord, seraient tous d'accord avec moi pour dire que depuis longtemps, mais depuis peu de manière très prégnante, l'activité de captation, de photographie, s'adosse à des processus algorithmiques de plus en plus évolués. Aujourd'hui, quand on prend une photo avec un smartphone, on active plusieurs types d'algorithmes pour enregistrer des métadonnées sur l'image, pour régler de manière automatique les réglages de la photographie, la netteté, l'exposition, le cadrage, et éventuellement, de manière en temps réel, lors de la photographie, d'opérer des formes de reconnaissance des motifs ou des éléments qui composent cette image, informations qui nous sont redonnées dans un deuxième temps. Donc, l'activité de production des images est largement adossée au processus algorithmique. L'activité de génération des images, dans une situation contemporaine, se trouve également largement médiatisée ou adossée à des processus algorithmiques. Ici, 2 séries d'exemples. Par exemple, les algorithmes de type GAN. Je pense que hier, vous avez eu une présentation autour de ces algorithmes qui permettent de générer des images à partir d'autres images. Hein. C'est un algorithme qui est publié en 2014. Et puis, il y a des algorithmes plus récents, 2022, avec Stable Diffusion, DALL-E et Midjourney. On a déjà fait référence à ces outils qui, eux, permettent de générer des images à partir d'un prompt, à partir du texte, et on crée cette relation entre le dissible et le visible. Je reviendrai peut-être un petit peu sur ces processus. Donc, l'activité de génération des images est largement algorithmique et
largement adossée à des processus d'IA générative. L'activité de modification des images est également aujourd'hui largement médiatisée par des algorithmes pour ajouter, insérer des personnages sur une photographie, modifier l'image pour représenter un bâtiment sous d'autres saisons. Voilà, tout ça se fait à travers l'activation de modèles d'IA générative et ces outils se trouvent très largement répandus. Si vous êtes utilisateur des versions récentes de Photoshop, vous activez des modèles d'IA pour réaliser l'ensemble des opérations qui sont listées ici. Donc à Belleville, s'ils veulent faire du zéro IA, commencez par faire du zéro Photoshop, parce que autrement, on active de l'IA. Toutes ces fonctionnalités sont intégrées à Photoshop. Elles se trouvent également disponibles dans de nombreux services en ligne. Et il existe d'autres modalités, par exemple celle de Comfy, j'en donnerai une représentation tout à l'heure, qui permettent d'aller un peu plus dans la personnalisation, la compréhension du fonctionnement de ces modèles, et éventuellement l'hébergement de ces modèles sur ses propres machines pour adresser les enjeux de l'empreinte environnementale, de la souveraineté et de l'ouverture des modèles. Dernier type d'activité pour caractériser le regard algorithmique, le fait de voir, de lire les images. Et bon, vous savez que on a parlé des LLM tout à l'heure, et ces modèles sont multimodaux. Ils ont la capacité de générer des images, mais ils ont la capacité également de décrire des images, de voir des images. Ailleurs, il existe des algorithmes, enfin des machines et des algorithmes qui regardent le monde, captent le monde et identifient dans ce monde des motifs, des voitures ou des motos, des personnages. Et beaucoup de ces images sont produites par des machines et lues exclusivement par des machines sans trouver dans cette boucle de présence humaine. C'est une autre activité qui constitue ce regard algorithmique, encore une fois largement adossé à des processus algorithmiques et machiniques. Voilà, c'était une première dimension pour essayer de comprendre cette performativité. La deuxième dimension, c'est la question de l'espace latent. D'une certaine manière, on en a parlé aussi ce matin, même si le mot n'a pas été évoqué. En fait, l'expression espace latent, je crois, n'a pas été prononcée. C'est bien de l'espace latent dont on parlait ce matin pour générer l'ensemble des représentations que nous avons vues. Alors moi, ce que je voudrais ici, c'est essayer de percevoir de manière un peu plus concrète le fonctionnement de ces espaces latents pour essayer d'en avoir une compréhension un peu plus fine, peut-être pas complètement incarnée, mais tout de même plus concrète. Et pour ça, trois choses. On va essayer de préparer ensemble un jeu de données pour entraîner un GAN très rapidement. On va regarder ensuite comment ce sont finalement des des images étiquetées qui permettent d'entraîner les modèles les plus récents. Et puis très rapidement, on regardera l'algorithme de DALI, l'architecture de l'algorithme de DALI. Donc, la préparation d'un GAN, et pour ça, je m'appuie sur un exercice qui a été réalisé en 2020. Le temps passe très vite, en fait, dans le monde de l'IA, vous allez le voir dans les résultats. Mais donc, en 2020, 2 ans avant la diffusion de Midjourney et DALI, à l'EPFL, quelqu'un qui s'appelle Jeffrey Wang, vous connaissez peut-être, dans son studio de master, développe un exercice qui s'appelle Refuge 2.0. L'exercice qui est demandé aux étudiants, c'est de concevoir un chalet savoyard, un chalet suisse, et en s'adossant à des outils de type GAN. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de service en ligne qui permette de générer des images. Il y a la possibilité de mobiliser ces algorithmes, ils sont publiés, les GAN en 2014, mais il nous faut encore préparer le jeu de données qui permettent d'entraîner ces algorithmes. Donc ce sont les 3 étapes qui sont présentées ici. Il y a une collection de photos qui est constituée, 6000 images de chalets suisses sont rassemblées, ces images sont nettoyées, il faut les détourer. À ce moment-là, il n'est pas possible de reconnaître les motifs sur une image.
Et puis sur ce jeu de données de 4000 images détourées, il faut ensuite de nouveau sélectionner celles qui sont pertinentes parce que certaines photos ne présentent pas des bâtiments dans une élévation suffisamment compréhensible. Et au final, il faut 4000 images pour entraîner ce GAN qui, une fois entraîné, va permettre de générer de nouvelles images. Je ne rentre pas complètement dans le fonctionnement de tout ça. Ce que je voudrais illustrer, c'est un, le processus de préparation du jeu de données, et deux, la visualisation d'une certaine manière de l'espace latent, une visualisation transformée de l'espace latent, parce qu'un espace latent, c'est un espace numérique, c'est un espace fait de points et de vecteurs, mais il est possible de visualiser cet espace latent en rendant, en générant les images constituant cet espace latent. Et ce que l'on voit ici, en fait, c'est un extrait de l'espace latent des chalets suisses de Jeffrey Wang. Mais d'une certaine manière, un espace latent, c'est une série d'images intermédiaires entre deux ou plusieurs images du dataset. Un espace latent, ce sont toutes les images intermédiaires, toutes les interpolations d'images entre une ou plusieurs images du dataset. Mon interrogation, en fait, est de savoir quels sont les éléments limitants dans un processus de conception et techniquement, quelles sont les limites de la constitution de cet espace latent. De manière un peu naturelle, on peut comprendre que le dataset est tout à fait limitant et ensuite on peut percevoir la manière avec laquelle l'algorithme génère des images en interpolant des images entre les éléments du dataset. Mais nous sommes là en 2020 et c'est une toute autre histoire. Si on bascule en 2022, en fait, les modèles de génération d'images passent par des processus qui sont différents et notamment les algorithmes sont entraînés à partir de banques d'images qui sont étiquetées. Ce sont des couples images-mots ou images-âge, on va dire. Il existe plusieurs banques d'images étiquetées. Il existe par exemple ImageNet, publié en 2009, qui est constitué de 14 millions d'images étiquetées manuellement et organisées dans 21 000 groupes d'images. Et on mentionnait ce matin, je crois, les travailleurs du PIC qui ont étiqueté chacune des images à travers des processus d'exploitation, enfin, à travers des modalités à travers des formes d'exploitation de ces travailleurs du clic. Hein. Voilà, c'est aussi la dimension sociale de ce dispositif technique qu'est l'intelligence artificielle. Un deuxième banque d'images s'appelle LASON 5B. Elle est composée de 5 milliards de couples images-texte. On bat largement les 6000 images des chalets suisses. Hein. On est dans d'autres dimensionnements. Et LASON 5B a, lui, été constitué à travers un parcours systématique du web en allant identifier dans les pages HTML les balises associées aux images et en allant chercher dans les balises alt des images l'information qui décrit l'image. C'est un parcours automatique du web qui permet de constituer ce couple image-texte en interrogeant ici, cette fois-ci, non plus une forme d'exploitation des travailleurs, mais une forme de non-respect du droit d'auteur. LASON 5B a été notamment utilisé pour entraîner un autre algorithme qui s'appelle CLIP. Il a été entraîné à partir de 400 millions de paires texte et images. Et c'est CLIP qui permet de générer des images à partir du texte, de construire une représentation à partir de l'énumération d'une requête. Et on va regarder ce mécanisme tout de suite après. Donc tout de même, 3 caractéristiques, mais je les ai mentionnées. L'enjeu social et matériel de ces techniques d'IA, capacité d'un traitement massif et automatisé, computationnel et calculatoire, et l'enjeu des droits d'auteur. On pourrait étendre cette liste des limites hein, de l'IA. J'ai presque terminé. Je trouve où j'en suis dans le temps, je dois dire. Parfait. Donc ici, le schéma
l'architecture simplifiée de l'algorithme DALI qui mobilise l'algorithme CLIP que je mentionnais pour essayer de percevoir un peu ces fonctionnements complexes qu'il y a derrière ces algorithmes d'IA génératifs, hein, parce qu'il faut bien dire qu'il y a beaucoup de mathématiques derrière ces algorithmes, et que les mathématiques qui sont derrière tout ça ne sont pas si facilement appréhendables. Mais tout de même, on peut essayer de percevoir quelques éléments en comprenant un modèle texte ou image passe par l'écriture d'un prompt, d'une requête, que ce prompt est vectorisé, est transformé en un point situé dans un espace associé à des coordonnées. Et cet espace est multidimensionnel, c'est-à-dire que le nombre de coordonnées de ce point est important. Il peut être jusqu'à 1000 coordonnées pour les modèles les plus récents. On est dans un espace à 1000 dimensions, chacun des points caractérisant un morceau de la phrase, une série de syllabes, un token. Donc, la phrase est découpée en tokens. Ce token est associé à un vecteur composé de 1000 coordonnées. Ces 1000 coordonnées-là permettent de capter la sémantique de la phrase, le sens de la phrase. Et dans le modèle CLIP, l'espace latent des mots est partagé avec l'espace latent des images. Et c'est un algorithme qui s'appelle Prior, qui a la charge de rapprocher les points décrits par le prompt des points décrivant le couple image. Et c'est la proximité de ces points qui permet de générer une nouvelle image à travers un processus qui s'appelle un processus de diffusion et de débruitage. Voilà, c'est une toute petite décomposition rapide de ce processus de génération d'une image à partir d'un texte, mais essentiellement pour dire qu'il y a cette activité d'embedding en anglais ou de vectorisation du contenu culturel, des mots et des images, des mots, c'est-à-dire des tokens, et des images, c'est-à-dire des pixels. Donc, les tokens ou les pixels sont transformés en points dans des espaces multidimensionnels de l'ordre de 1000 dimensions. Et puis, les points sont rapprochés, enfin, les algorithmes tentent de diminuer, de calculer l'espace entre chacun des points pour identifier des proximités. Bon, voilà, et puis il y a un mécanisme d'augmentation de la résolution pour terminer ce processus. Bon, j'espère que j'ai été un peu suffisamment clair pour appréhender le fonctionnement de ces outils, retenant que ce sont des traitements mathématiques relativement complexes qu'il y a derrière tout ça. Donc pour conclure, et c'est en deux écrans, donc tout d'abord pour dire que l'IA d'une certaine manière a sa propre visualité, ses propres normes, ses propres appareils, sa propre matérialité, hein, une réalité matérielle et physique très importante. Voilà, des datasets très lourds en termes carbone ou écologique, hein, ses propres processus et qu'elle constitue également des expériences esthétiques qui lui sont tout à fait propres et particulières. On en a vu une série ce matin avec le domaine de la fantaisie, où voilà, on en a vu d'autres hier à travers les travaux de David Bianic, par exemple. Il y a des expériences esthétiques qui se constituent avec l'expérimentation de ces techniques. Par ailleurs, l'IA est une technique d'inscription des connaissances, donc elle donne bien accès à de nouvelles formes de connaissances à travers sa capacité d'inscrire et d'organiser de l'information, qui est d'ailleurs par ailleurs d'une certaine manière spatialisée. Donc, son interprétation visuelle est également possible. Il active un travail d'interprétation visuelle et un regard particulier que l'on porte sur ces informations. Et on peut donc dire que l'IA, d'une certaine manière, performe les modalités de représentation de notre époque, c'est-à-dire qu'elle construit elle-même les règles qui constituent les choses qu'elle donne à voir. En ça, elle est performative. Elle détermine les conditions de son émergence. De la même manière que la perspective détermine les conditions des représentations qu'elle construit, l'IA détermine les conditions des représentations qu'elle nous donne à voir. Elle construit les phénomènes qu'elle rend visibles.
Voilà, donc dernière chose pour dire que ce qui paraît important, nécessaire, je pense, c'est d'aiguiser, de développer ce que certains auteurs appellent la subjectivité computationnelle, ou aller dans le domaine des cultures numériques, c'est le sujet de la session. Donc l'idée, c'est de développer les cultures numériques des architectes et des designers pour qu'ils aient la capacité de comprendre, lire, modifier, écrire du code, enfin, parler le langage du milieu technique dans lequel nous nous trouvons et avec lequel nous interagissons. Il apparaît nécessaire d'envisager la constitution d'espaces latents alternatifs. Je crois que ça a été évoqué également ce matin, puisqu'il existe dans un espace latent un réservoir de possibles, et il serait dommage de limiter ce réservoir de possibles à des euh, euh, positions dominantes. Enfin, d'une certaine manière, ce réservoir des possibles, c'est du soft power, pour le dire comme ça. Donc, peut-être il est nécessaire d'envisager des espaces latents alternatifs ou transgressifs. Voilà. Et pour ça, il apparaît important de susciter des démarches exploratoires et expérimentales, d'une certaine manière, mettre à l'épreuve ces techniques pour envisager de nouvelles formes d'éducation du regard ou de construction de nouvelles représentations. Et puis, si on reprend l'article récent du Monde qui envisage l'architecture et l'ingénierie comme étant le principal métier soumis aux transformations associées à l'IA, ce qu'il nous faut aussi considérer, ce sont les modalités d'accompagnement de cette transformation pour envisager enfin, je veux dire, ma posture est tout à fait optimiste pour envisager l'émergence de nouvelles modalités ou de nouvelles activités associées au développement de cette technique. Voilà. Merci Philippe pour cette conférence très instructive et très riche, qui m'a permis de réaliser que le travail d'un modérateur, c'est d'énoncer performateur. C'est-à-dire que je ne clôt pas la séance parce qu'il y a des questions. Par contre, j'ouvre la séance de. Ah ben, il est là, d'Edouard. Voilà. Donc, la séance. Tu as dit quoi? Ben, j'ouvre ta Ah séance. oui, oui. Voilà. Donc, ça, c'est performatif. Donc, Édouard Opas, maître de conférence à l'ENSA Paris-Malaquais sur les manières de l'IA. Alors, bonjour à toutes et tous. Pour vous dire, après je m'assierai un peu plus loin, c'est ça, que la présentation, que les visuels, en fait, ne sont pas tout à fait liés à la présentation, ils sont parallèles. Ils représentent un travail fait avec des étudiants, des étudiantes de Malaquais dans le cadre d'un développement. Donc, j'ai créé il y a 3 ans maintenant. Et ça, c'est un travail qu'on a fait sur, au premier semestre de cette année. Moi, le sujet qui m'intéresse, en tout cas aujourd'hui, c'est pas l'usage de l'image produite par l'IA pour l'image de projet produite par l'IA, mais l'image de la manipulation par l'IA de l'image de la réalité. Voilà. Donc la présentation est en 3 séquences. D'abord le compte rendu d'un travail d'un groupe, d'un binôme, et donc on a travaillé sur l'imaginaire des grands ensembles français. La première partie, c'est le travail d'un groupe sur le quartier de la Solidarité à Marseille. La deuxième partie, c'est une sélection d'images que l'on a fait à partir du travail de tous les étudiants et étudiantes. Et la troisième partie, c'est un accrochage que l'on a mis en œuvre dans les galeries de l'école. Comme nous le savons toutes et tous ici, aujourd'hui, les images générées par l'IA sont issues d'un processus de formulation par le langage d'une demande
un appel, impliquant un entraînement par apprentissage d'une quantité infinie de données référencées, sélectionnées pour les relations sous-jacentes, visuelles ou langagières qu'elles entretiennent les unes avec les autres. À l'issue de ce processus, l'algorithme propose une sorte de compilation de ces données, un collage, sans que le processus d'assemblage ne puisse réellement être influencé ou seulement marginalement. Souvent de style photographique, ces images synthétiques, mais aussi images de synthèse, au sens du terme utilisé avec un certain mépris à l'apparition des images d'architecture produites avec l'ordinateur, ou plus exactement images faisant synthèse, ces images n'ont aucun lien à la réalité, elles n'empruntent que la surface du réalisme de la photographie. Cette synthèse produit une image impressionnante, de détails, parfois belle, mais aussi profondément troublante, on l'a dit, souvent inquiétante. Imperceptible au premier regard, de nombreuses aberrations ponctuent l'assemblage, aberrations dans les perspectives, les logiques constructives des bâtiments représentés et les rapprochements des corps. Cohérence de la vue d'ensemble, incohérence des détails, familiarité et étrangeté à la fois. Mais cette imperfection de l'image générée par l'IA ne se situe pourtant pas seulement dans cette contradiction apparente entre vue d'ensemble et de détail, elle est surtout sensible dans la confrontation entre volonté harmonisante de l'outil, harmonie plastique et esthétique, mais aussi harmonie de récit politique et culturel, et dissonance visuelle produite, c'est-à-dire au cœur même du processus de fabrication de l'image. Cette dissonance est constitutive de tout exercice de collage qui assemble des fragments d'objets, de documents ou d'œuvres. L'histoire de l'art du XXe siècle est riche de réflexions sur cette pratique. Aragon, par exemple, commence l'introduction, c'est la première phrase de son recueil Les Collages, rassemblant des textes publiés sur ce thème récurrent chez lui entre 1923 et 1965, par le rappel que écrire et peindre, un seul mot signifiait l'un et l'autre dans l'ancienne Égypte, puisque les mots n'étaient pas décomposés en lettres, qui soient la transcription des sons, mais représentés par des hiéroglyphes figuratifs. Nous ne savons pratiquement rien du divorce qui s'est établi entre la représentation des choses et le nom qu'elles portent. Comment, dans l'écriture, c'est l'abstraction qui a vaincu. Dissociation déjà ancienne, donc, du mot et de l'image qu'elle est censée représenter, mais lien indissociable pourtant que le trouble des peintres les a fait passer de l'état de scribe à celui de peintre, leur a donné tentation de cesser d'écrire en deux mots pour décrire. Si pour lui, il n'existe aucune explication satisfaisante à la naissance des collages, leur émergence au début du XXe siècle jette un éclairage sur un débat essentiel de la peinture moderne, celui de l'intrusion de la réalité dans la représentation peinte. Cette porte encore fermée, c'était celle du réalisme, un réalisme qu'il décrit alors non pas comme un système clos, un dictionnaire de recettes, mais un vertige, un désir, une passion, par quoi se lie et la grandeur de l'art et celle de l'homme, et la fureur de connaître et la puissance de créer. Le vertige d'Aragon, c'est celui d'une nouvelle expérience d'un monde dont les représentations seraient réinventées par l'assemblage des fragments de la réalité, bien qu'ils soient en réalité souvent des fragments de représentation de ce monde, extraits de livres, de journaux, de reproductions d'œuvres d'art, d'images. Plus généralement, la manière dont le mouvement surréaliste, dont le collage est assurément l'un des médiums les plus importants, s'est emparé de la toute nouvelle discipline de la psychanalyse au début du XXe siècle, a amené ses penseurs à s'intéresser au parcours de la psyché de l'artiste comme espace de déploiement de ce réagencement du monde. Cet espace, parcouru par l'inconscient, c'est la figure du labyrinthe qui a permis de l'imager. Théorisé par André Breton, le labyrinthe, dont le co-commissaire d'exposition récente sur réalisme au Centre Pompidou, Denis Ottinger, nous dit dans le catalogue qu'il ne saurait se confondre avec un lieu d'égarement, espace de la perte de repères de sens. Au contraire, le labyrinthe serait le creuset dans lequel s'opère un échange incessant entre les êtres et les choses, entre l'humain et l'à-humain ou le non-humain. Nul doute que le labyrinthe héberge les vases communicants par lesquels fusionnent la veille et le sommeil, le rêve et la raison. C'est au centre symbolique et géométrique du labyrinthe que se trouve, selon toute hypothèse, le point ultime dont rêve Breton, je me suis perdu, dans le manifeste de 1924, je crois à la résolution future de ces deux états, en apparence si contradictoires que sont le rêve et la réalité, en une sorte de réalité absolue, de surréalité, si l'on peut ainsi dire, celui qu'il évoque encore dans le second manifeste, point de l'esprit d'où la vie et la mort, le réel et l'imaginaire, le passé et le futur, le communicable et l'incommunicable, le haut et le bas cessent d'être perçus contradictoirement.
Métaphore remarquable de l'émergence de l'inconscient et des parcours incontrôlables de la psyché dans l'œuvre des artistes surréalistes, pourtant vivement inscrits dans l'expérience du monde réel, l'image du labyrinthe ne peut-elle pas aussi être la plus à même de décrire le processus non explicite de sélection et de rapprochement des visuels de référence par les algorithmes? L'espace latent comme espace de travail d'un inconscient de la culture humaine, l'image générée comme aboutissement d'une tentative de synthèse de cette même culture, l'image d'architecture générée comme la somme de toutes les architectures imagées divisées par le nombre des images qui les illustrent. Il se trouve que dans un texte publié en 1957, sous le titre Die Welt als Labyrinth, labyrinthe de l'art fantastique, titre assez mal traduit, l'historien de la culture allemande Gustav René Hauke tisse un lien saisissant, maintenant fameux, entre maniérisme du XVIe siècle et surréalisme de cette première moitié du XXe siècle. Évoquant dans un premier temps le maniérisme littéraire surgissant en Europe au XVIe et citant un humaniste de cette époque, Emanuele Tesauro, il rappelle qu'il s'agit ici de combiner des images disparates ou de découvrir des analogies cachées entre des objets apparemment sans rapport entre eux. Puis citant Pierre Verdi, le poète, 3 siècles plus tard, l'image est une création pure de l'esprit, elle ne peut naître d'une comparaison, mais du rapprochement de deux réalités plus ou moins éloignées. Plus les rapports des deux réalités rapprochées seront lointains et justes, plus l'image sera forte, plus elle aura de puissance émotive et de réalité politique. Tout maniérisme est d'abord tributaire d'un classicisme, et ensuite il s'émancipe, acquiert ses traits spécifiques pour devenir enfin déformante, surréel et abstrait. Plus près de nous, l'historien d'art, Daniel Arras, prolonge cette réflexion sur ce moment spécifique de l'histoire de l'art qu'est le maniérisme. Les artistes maniéristes européens du XVIe siècle pratiquent un art que l'on peut qualifier d'artificiel. Les artistes dits maniera se situent dans la ligne directe et dans l'imitation, la citation des grands artistes. Si bien qu'au bout du compte, le maniérisme est un art au second degré. John Sherman, l'historien d'art anglais, l'a caractérisé comme un style stylé, a stylish style. Montaigne, lui-même, à la fin de son siècle, commentant ces formes d'art, dit ils artificialisent la nature, nous devrions naturaliser l'art. Pour Arras, la critique ou la destruction du maniérisme comme art artificiel n'est donc pas fausse, mais elle demeure pour lui et pour beaucoup d'autres insuffisante parce qu'elle passe tout simplement à côté des enjeux de cette altération, de cette stylisation, de cette artificialisation de l'art. Le maniérisme s'éloigne de la nature, mais en rester là n'est pas suffisant et il préfère une autre description, celle que donne Robert Klein, l'historien de l'art, dans La forme et l'intelligible. Le maniérisme est une forme d'art de l'art, est un art de l'art. Il explique que tout art est une certaine manière de faire quelque chose et le maniérisme est l'art de cette manière. Comme le dit Klein, dans le maniérisme, l'attention glisse du poids, ce qui est représenté, au comment le représenter. Il demande donc un regard d'appréciation artistique ou esthétique devant l'objet représenté, sur la manière dont on le représente cet objet. Pourquoi ce glissement du poids au comment? Comment se fait-il que l'art de la Renaissance devienne un art de l'art de la Renaissance? Si je cite longuement Hauke et Arras, c'est que ces textes sur la peinture italienne de la fin du XVIe siècle entrent inévitablement en écho avec nos tentatives de penser la production visuelle de l'IA générative, sans forcément pouvoir être définie comme une production artistique au sens où ils l'entendent, bien sûr, n'en est-elle pas moins aussi une action entièrement basée sur d'autres actions, une image des images, un art sur l'art, un art de l'art? Évoquant Michel-Ange, figure centrale du maniérisme italien de la fin de la Renaissance, qui disait qu'on peint avec le cerveau, non avec la main, si pinge con cervello, non con la mano. Hauke aura cette fulgurance. À la fin de sa vie, le prince de l'Europe spirituelle célèbre son suprême et unique amour, son aimé hermaphrodite, l'idée. Or, c'est bien l'étranger de cette notion de manière qui semble toujours être réduite à la question du geste de l'artiste et à son individuation par le geste, alors qu'elle dépasse précisément le seul geste de faire, celui de la main, pour se définir avant tout comme l'idée d'un geste. Rappelant les étymologies possibles et discutées du mot manière, le philosophe de l'art, Gérard Desson, dans son très fondamental L'art et la manière en 2004, nous rappelle que le choix de manus, comme paradigme légitime de la manière, est le choix du corps, du geste, de l'empirique, de l'individuation psychologique et physiologique. Désignant une singularité, il ouvre le champ de l'art à l'individualisme, à l'historicité aussi. Mais la notion de manière a elle-même un problème, celui de son image. Aujourd'hui encore, elle représente l'anti-scientificité par excellence, son caractère vague, imprécis, subjectiviste,
en fait un concept douteux, la condamne à la notionnalité d'un paradigme de termes interchangeables, à la définition imprécise, façon, mode, style. Malgré la dimension obscurantiste de la manière qui a fait le lit de l'idéalisme et de la critique humaniste, contre lesquels ont travaillé les différents scientismes, soit positivistes ou structuralistes, Desson affirme que l'enjeu même de la manière est de penser le continu entre l'individuel et le social. Et c'est précisément cela qu'il faut comprendre et accepter du maniérisme des images générées par l'IA. C'est que c'est bien de nous qu'elle parle, pas de moi ou de vous, pas de moi et de vous, mais de nous toutes et tous, de notre culture partagée, de ce que l'art et l'architecture, ou en tout cas leurs images, disent de nous. Et même si un sentiment d'effroi, en la découvrant, nous saisit, en la découvrant, l'image qu'elle génère est bien le reflet de nous-mêmes dans le miroir que nous avons nous-mêmes créé. Pourtant, et si comme l'écrit le philosophe Frédéric Nera dans un excellent texte récent, Traum Machine, intelligence artificielle et technofascisme, 2025, l'intelligence artificielle telle qu'elle est conçue et imposée aujourd'hui est la machine de génération ontologique par excellence. Il nous met en garde contre celles et ceux qui chantent les vertus des imaginaires artificiels qu'on leur propose, sans voir que la soi-disant virtualité de ces derniers est fondée sur l'édition des imaginaires récalcitrants, ceux qui ne sont pas déjà présents dans le bain des data et qui ont été bannis par l'ordre hégémonique du langage. Car, et c'est là le grand intérêt de la proposition de l'auteur, les machines actuelles sont pour lui trop machiniques. Il leur manque le manque, il nous manque la capacité de penser non pas ce qui existe, les effets psychosociologiques des IA sur les sociétés, le travail de la subjectivité, mais ce qui n'existe pas. La machine qui n'a jamais été construite et dont l'essence ne saurait être l'effet d'une construction. On comprend mieux alors le titre de son texte, Traum Machine, que l'on pourrait traduire par machine rêvée ou machine à rêve, et qu'il faut lire plutôt comme trauma machine, puisque lorsqu'il interroge le manque du manque, c'est l'absence de trauma de la machine qu'il décrit, l'absence d'expérience traumatique du monde qui, chez l'homme, nourrit principalement l'inconscient. Les phrases dont je parlais, et on a vu quelques images effroyables tout à l'heure, qui nous saisit devant l'image générée, qui nous est pourtant si proche esthétiquement et culturellement, est bien celui d'un rêve sans cauchemar, d'un parcours de la cliché strictement contrôlé, d'un labyrinthe toujours, mais dans lequel il n'est plus possible de se perdre et duquel il n'est plus possible de sortir. Mais alors que dit de nous, architectes, le maniérisme des images d'architecture générées par l'IA? D'abord, et comme à la fin du XVIIe siècle, il émerge dans une période de crise de la représentation de l'architecture, tout autant que représentation du monde par l'architecture, mais aussi qu'il arrive dans un moment de l'histoire de l'architecture que l'on peut qualifier de profondément maniériste. Et je parle là d'un moment déjà long, qui commence probablement il y a au moins une cinquantaine d'années. J'appliquant dans ces précisions sur un état présent de l'architecture en 2015, nous rappelle que lorsque la réflexion se porte, sinon exclusivement, du moins de façon privilégiée sur les moyens, les principes et les règles développés pour concevoir et réaliser un projet, mais tout aussi bien lorsque ces moyens, ces principes ou ces règles s'engendrent dans une confrontation explicite ou implicite avec des références, la chose produite pourra être marquée de traits maniéristes. En effet, le commentaire induit par la confrontation, directe ou indirecte, a toujours une dimension indubitablement rhétorique, la rhétorique étant précisément l'art de bien parler, la rhétorique supposant pour ce faire la connaissance de figures. Cette définition de figures autour desquelles les architectes d'aujourd'hui travaillent, ce sont celles de la modernité, modernité idéalisée, fantasmée, mais modernité vidée de son sens et surtout de son pouvoir émancipateur, modernité sortie de l'histoire, manipulant les images de la modernité architecturale par un geste répété et centré sur lui-même, rhétorique et hautement culturelle, avec ou sans l'aide de l'IA générative, l'architecture de notre temps et celle enseignée dans nos écoles est devenue, je crois, plus qu'une architecture pour l'architecture, une architecture de l'architecture. Merci. Alors, pour conclure donc cette situation créée à la direction du culture numérique, nous accueillons donc Essine qui est là. Voilà, parfait. Chercheur au laboratoire Environnement numérique, culture architecturale et urbaine de l'ENSA Paris-Val de Seine. Il va nous parler donc des plateformes ouvertes et imaginaires architecturaux
à l'ère de l'intelligence artificielle générative. Deux points vers une métasynthèse des corpus virtuels. Je voudrais remercier l'équipe d'organisation ainsi que l'équipe, le comité scientifique de m'avoir donné cette occasion. Je vais vous présenter une étude exploratoire qui va reprendre un schéma classique. Je vais commencer avec une introduction qui montre quelques éléments clés. Puis, il y aura un état de l'art avec les questionnements, une méthodologie, quelques résultats et une discussion avec une conclusion. Alors, cette étude s'intéresse aux technologies d'intelligence artificielle générative qui s'inscrivent désormais au cœur de nos processus cognitifs. Ces technologies représentent un processus en devenir, un sujet dynamique et relationnel. Elles préparent un terrain fécond de co-création qui repousse les limites de l'innovation et elles accélèrent les dynamiques de la production automatique. Dans ce contexte, dans ce paysage, on voit les images numériques comme un grand potentiel d'évolution, même si actuellement les architectes et les urbanistes, les concepteurs utilisent avec parcimonie, mais les chercheurs considèrent que cette utilisation va s'intensifier dans les années à venir. Alors, quand on regarde ces images produites par l'IA de près, on voit bien qu'elles génèrent un effet de surprise lié à la nouveauté des formes générées, à leur complexité et souvent à l'ambiguïté de certaines présentations. Alors, ces performances qui sont en croissance des machines peuvent produire des images inédites. Et là, on a une réflexion qui s'ouvre sur les interactions entre la production algorithmique et le geste du concepteur à l'avenir. Cet usage qui croît, qui est en croissance dans la conception, pose la question de l'évolution de ce geste de concepteur et en même temps face à cet effet de surprise. En ce moment, on peut distinguer plusieurs approches de recherche. Il y a des approches computationnelles qui se focalisent sur la vision de l'ordinateur, par exemple par des réseaux neuronaux convolutifs. On s'intéresse à des formes architecturales et des modèles urbains et des indicateurs algorithmiques, mais toujours avec une interprétation quantitative qui reste souvent limitée et qui repose principalement sur des correspondances statistiques. Et la deuxième approche, c'est une approche centrée sur l'analyse et l'intervention humaine. On peut citer l'exploration du potentiel créatif et spéculatif des images générées par l'intelligence artificielle dans cette catégorie. Il y a également des réflexions sur le statut des images, la représentation, la vérité ou la réalité. Et à ce moment-là, dans cette approche, on voit souvent des approches analytiques qui proposent peu d'outils méthodologiques pour la pratique du projet. Alors, la question, c'est de voir comment le geste concepteur peut faire face à cet effet de surprise en partant de la question qui a été énoncée par le colloque, en quoi un projet conçu par une machine peut-il faire preuve d'une intention architecturale? En fait, la machine qui fait un traitement quantitatif et l'humain qui fait une interprétation qualitative, une intention architecturale, entre guillemets. L'étude exploratoire, cette étude propose de formuler une autre question à partir de cette question qui donne aux images numériques le statut de support d'échange d'intention. Alors,
la nouvelle question à partir de là, comment ces images numériques peuvent être appréhendées par le geste concepteur lorsqu'elles sont produites par un humain à travers une machine, puis interprétées et réutilisées dans le processus de projet. Alors, on voit bien les images numériques. La première hypothèse vient à ce moment-là. Ces images peuvent être considérées comme des objets techniques évolutifs qui participent au processus de conception et de la production d'intentions conceptuelles. Et là, on peut voir, on peut s'intéresser à ce que Bruno Latour conceptualise dans ce cadre théorique l'effet observable matters of fact. Si on considère que les images numériques sont des faits, qu'est-ce qui les entoure et comment cet entourage peut interagir avec ces faits que l'on peut qualifier de matters of concern, comme dit Latour, des conditions sociales, techniques et culturelles qui sont liées à la production de ces images et à leur interprétation. À partir de là, on peut proposer une méthodologie, une approche méthodologique qui met en miroir tout d'abord les images numériques en tant que produits de scientifiques en évolution, en fait, qui sont censés évoluer, et à côté une métasynthèse des publications scientifiques. Et quel sens si on considère que les images numériques forment des faits et que les productions scientifiques sont la première couche qui interagissent avec ces faits et qui constituent la matters of concern, c'est-à-dire le paysage, le contexte de ces images, comment est-ce qu'on peut partir des images et comment est-ce qu'on peut aller, quelle est la place de l'image numérique dans ce contexte. Alors, la méthodologie commence avec 7 mots-clés. 7 mots-clés, l'intelligence artificielle, conception architecturale, urbaine, imagination, image numérique, culture visuelle, écosystème numérique. À partir de là, en utilisant ces 7 mots-clés, on fait une extraction machine, la première étape, pour les images numériques, en même temps pour les publications scientifiques, pour voir quelles sont les données qu'on trouve. Et après, il y a un traitement d'analyse, une analyse automatique en utilisant du l'IA concernant l'image numérique pour la description des images que l'on aura trouvées en ayant fait l'extraction de la machine. Enfin, une analyse critique. Et pareil pour les publications scientifiques. Ces 7 mots-clés sont recherchés dans plusieurs sources de données ouvertes. Concernant les images numériques, ces données appartiennent à Wikimedia Commons et Openverse. Bon, c'est un choix de départ. Et pour les publications scientifiques, on choisit OpenAlex et HAL pour faire l'extraction du corpus scientifique. Et l'idée, c'est de voir comment les deux pôles vont interagir ensemble tout au long de l'étude et voir si on peut construire une sémiotique analogue et comment on peut les analyser, on peut les voir ensemble. Alors, pour cela, tout d'abord, il y a 7 mots-clés qui appartiennent aux catégories de la conception, l'uniformisation de l'imaginaire et de la médiation. On peut penser à ces mots-clés ainsi que les autres indicateurs qui viennent compléter ces 7 mots-clés comme des graines d'information auxquels il pense Éric Lacombe, pour voir comment on peut interpréter ces images et ces publications, comment on peut leur donner du sens et comment ces indicateurs peuvent nous parler d'un récit qui lie ces images à ces publications, qui lie les images numériques qui peuvent être considérées comme des faits à leur contexte. Alors, finalement, les résultats à partir de l'extraction des données, les résultats sont constitués
pour les corpus d'images, on a 104 images exploitables à partir de, bon, il y avait 400 images normalement qui étaient extraites. Pour le corpus des publications scientifiques, nous avons au final 118 publications après filtrage et vérification, bon, via la collection, en fait, en utilisant des API de OpenAlex et HAL. Alors, bon, on voit ici juste un schéma des données utilisées par l'étude, comment est-ce qu'on a abouti, en fait, comment on est arrivé à la conclusion, aux échantillons que l'on va travailler à travers les indicateurs que j'ai signalés tout à l'heure. La première chose qui arrive, c'est un diagramme des mots-clés qui structure cette étude, c'est-à-dire le premier diagramme, appartient aux images numériques quand on fait une extraction des données, ce sont les mots-clés que l'on arrive à trouver et les liens entre les mots-clés qui nous donnent ce diagramme. Pour les images numériques, on peut voir que sur ces plateformes ouvertes, Openverse et Wikimedia Commons, les mots-clés étiquetés et que l'étude utilise font principalement partie. Ils ont des étiquettes qui font partie de l'architecture, de la conception architecturale, l'imagination et les images numériques, alors que le terme intelligence générative reste il est un peu invisible par rapport aux étiquettes des images. Alors que quand on regarde à droite les mots-clés qui donnent les résultats de la métasynthèse des publications scientifiques, on voit vraiment l'utilisation excessive de l'image, des mots architecture, images numériques, intelligence artificielle et imagination. Bon, ce sont les écarts qui sont intéressants. Alors, l'étude continue avec la recherche de 36 images clés. La description de ces images nous donne quelques nuages de mots dont il parlait hier, Vanessa. On voit bien que les images produites les descriptions produites par l'IA sont très homogénéisées, alors que les descriptions faites par un humain, c'est vraiment plus diversifié. On voit également des divergences de matrices on voit la matrice des divergences descriptives entre la description humaine et les descriptions machines. Quelques visualisations interactives pour voir quels sont les liens des images. En fait, les images, comment elles peuvent être hiérarchisées dans ce contexte. Quelles sont les images? Qu'est-ce qu'on montre sur ces images? On montre plutôt des objets et des personnes. On montre vraiment des processus qui se diffèrent de ce que des publications scientifiques. Il y a trois formes d'images où on peut distinguer. Il y a des images où on voit plus des espaces intérieurs. Deuxième image, on voit plus des espaces extérieurs et plus des images plutôt figuratives, plus abstraits. Le même travail pour les publications scientifiques. On peut voir 4 clusters pour ces publications scientifiques. Pardon, désolé. Il y a quatre grands groupes. Le premier groupe, c'est les analyses des publications qui font des analyses philosophiques sur la création artistique, sur l'imagination et le processus conceptuel. Le deuxième groupe, ce sont des articles qui s'intéressent à la conception urbaine d'une manière neutre, qui essaient d'être neutres. Et troisième groupe, des images numériques qui s'intéressent, des études qui s'intéressent aux images numériques avec une culture visuelle, avec une approche recherche-action. Et le dernier groupe d'études, ce sont des recherches de conception qui font la conception architecturale
de manière avec des approches qualitatives et quantitatives en intégrant une subjectivité et des images imaginaires visuelles. Et enfin, on peut voir deux diagrammes qui montrent les images numériques à gauche et les publications à droite. À partir des indicateurs, on peut faire une lecture. Pour les images numériques, on voit pas forcément la présence des espaces intérieurs. Les espaces extérieurs fonctionnent avec les processus conceptuels. Et ce qu'on remarque aussi, les imaginaires, on n'est pas loin des imaginaires, de la thématique d'imaginaire avec l'intelligence artificielle générative, alors que dans les publications, quand on veut travailler l'intelligence artificielle générative, on a une réticence à aller vers de l'émotion, l'imagination, la subjectivité dans cette recherche. Merci beaucoup. Merci. Donc, oui, je propose aux intervenants de. Question à Philippe. Tu as dit au début que l'IA, il s'agit de techniques d'instruction culturelle qui sont aujourd'hui prédominantes et généralisées. Est-ce que ça signifie pourquoi vous l'interprétez ainsi? Est-ce qu'il s'agit de techniques qui est absolument présente partout dans notre quotidien? À partir du moment où on achète un croissant à la boulangerie jusqu'à le cinéma, on prend le micro et on va au travail, où est-ce que cette dénomination prédominante et généralisée se concentre à certains secteurs? En fait, quand j'ai dit ça, c'était plutôt une hypothèse de raisonnement. Je faisais l'hypothèse que la technique était prédominante et généralisée dans l'ensemble de nos activités. La maturité de cette hypothèse, enfin, ou alors le moment où cette hypothèse devient une réalité, je ne le connais pas vraiment, mais il est probablement assez proche, selon moi. Voilà. Donc, pour le dire autrement, peut-être que cette activation des algorithmes de l'IA générative n'est peut-être pas complètement permanente, mais elle est largement généralisée. Et une des caractéristiques, c'est que nous activons un bon nombre d'algorithmes précognitifs sans nécessairement le savoir. Bon, moi, j'ai une question aussi pour Philippe, en fait. Tout au long de ta présentation, tu parlais de penser au lieu des scolaires sur l'image. En gros, il va dire que les images qu'on produit, c'est un reflet, notamment, c'est une agence, une manière de voir le monde, de construire le monde. Et dans ce sens-là, la perspective, comme tu le dis, ça performe la séparation homme-nature. Mais tu dis aussi que l'image algorithmique exprime votre regard sur le monde. Donc, ma question, c'est si on est en continuité avec cette séparation homme-nature qui performe la perspective ou est-ce qu'on est dans un autre mode de mondialisation c'est les concepts des scolaires? Ok, alors moi je vais considérer que l'émergence d'un nouveau média n'efface pas le précédent. D'une certaine manière, l'émergence d'une technique inclut la précédente, donc il y a dans l'IA la perspective. Et les images qui sont produites par l'IA, pour certaines, sont construites à travers les règles de la perspective, même si justement les hallucinations, les glyphes, montrent aussi des formes de glissement. Hein.
Donc, pour le dire autrement, je pense que nous sommes toujours dans un paradigme de la séparation nature-culture, en fait. C'est ça qu'il y a derrière les propos d'Escola, mais peut-être qu'à partir du moment où cette séparation est énoncée, on peut aussi envisager d'autres formes d'intégration de notre relation au monde, et donc penser d'autres relation avec le vivant et voilà. Donc ça ouvre des possibilités d'envisager d'autres relations avec le vivant, de revisiter cette séparation, mais les choses restent peut-être à construire et à inventer. Merci de ta présentation. Ma question est très liée à cette idée qui vient d'être posée. On va continuer sur ces discours parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a des approches un peu différentes, mais à la fois complémentaires. Donc, je vous pose la question de comment devons-nous considérer que les images issues d'IA s'intègrent des origines visuelles qui sont déjà propres de notre corps. Dans quel sens, ce qui était dit à un moment par Philippe, de quelque manière, il est déterminé, c'est-à-dire par la forme. Et j'ai l'impression que ce qu'il dit dans le pas, c'est qu'ils construisent beaucoup sur des régimes qui sont déjà présentes, et même sur des vocabulaires formels, au-delà de la question purement des modalités des représentations. Juste, c'est en français, juste, il est propiste. C'est un peu ma question, et aujourd'hui, je pense que ça continue justement avec ça. Nous sommes dans un entre-deux. Et si on déterminer un prévisement et un déchargement, quelle modalité de regarder les mondes où est-ce que nous sommes une intégration, une interprétation, et qui a nous-mêmes qui n'est pas 100% une régime de visibilité qu'on pouvait considérer autrement. C'est une question pour tous les trois. Vous voulez C'est une question, c'est une réflexion. Alors, peut-être que je peux prendre la parole. Les images que moi je vous ai montrées, ce sont donc des images qui cherchent pas à créer du neuf avec de l'ancien. On n'a pas cherché ça. On a simplement cherché à voir ce que l'IA fabriquait avec des images de la réalité. Et on a cherché, par exemple, je travaille avec les étudiants et étudiantes, de faire des images avec l'IA de quartiers français, de quartiers de grands ensembles français situés. Et on n'a pas du tout réussi. Ça, c'est une chose très intéressante. On a essayé de faire passer la caton vassale sur ces grands ensembles, c'est-à-dire de faire des loggias avec des rideaux argentés, etc. Ça n'a pas du tout marché. Vous avez vu des images passer qui n'étaient pas très bonnes, en fait. Et on a essayé de faire de la réalité sur la réalité. Et au final, ce à quoi on arrive, vous avez vu les images, finalement, ce sont des images qui sont assez incroyables quand même. Les images d'intérieur, des portraits de famille, des intérieurs assez trash, etc. En fait, c'est un renforcement du caractère dominant de l'imaginaire des grands ensembles qui est produit à la fois par la culture, par les médias, par le langage, par l'information. Voilà. Et finalement, c'est la démonstration. Et moi, j'ai été extrêmement surpris de ça parce que je m'attendais pas. C'était pas du tout l'exercice au départ, en fait. L'exercice, c'était d'essayer de voir comment on pouvait faire de la photographie avec l'IA, en quelque sorte. Et en fait, on fait pas de la photographie. En fait, on fait du CNews avec l'IA, quoi. On fait du reportage orienté, en fait, en quelque sorte. Voilà. Et voilà. Moi, je parle que de la relation entre la réalité et la représentation de la réalité par l'IA, qui est évidemment très différente du processus d'IA intégré à la conception du polluant. Que dit l'IA de nous, quoi? D'où la question. Pour l'étude, en fait, en fait, c'était surtout les images qui faisaient partie de l'IA, en fait, qui étaient du champ de l'IA. On n'a pas, en fait, il n'y avait pas forcément on n'avait pas cette différenciation des images produites par l'IA ou pas. Ils étaient tous confondus, en fait.
Et c'est ça qui était intéressant aussi parce que on savait il y avait un lien avec l'IA, mais on savait pas si c'était vraiment l'IA ou pas. Je sais pas si. On est un peu tenu par le cas, mais Je peux peut-être juste pour répondre, mais ça peut être c'est assez rapide. En fait, moi, je pense que ça va dans le sens de la nécessité d'inventer des modèles alternatifs, hein, contre-hégémoniques d'une certaine manière, hein, puisque les modèles construisent un regard sur le monde. Donc, il y a cette nécessité de s'approprier et d'expérimenter ces outils et finalement de les co-construire, quoi. Et ce sont d'ailleurs des recommandations d'organismes internationaux quand on regarde les recommandations en termes de compétences à acquérir pour les citoyens face à l'usage de ces intelligences artificielles. Une de ces compétences, c'est la capacité à co-construire ces systèmes d'IA, à être acteur du système dans lequel on se situe. Donc, moi, je pense que la réponse à l'uniformisation, d'une certaine manière, c'est cette co-construction et ces régimes de visibilité se réalisent dans la controverse, en fait. Je veux dire, ils n'existent pas a priori, ils se réalisent dans les controverses de l'ensemble des acteurs humains et non humains qui participent à ce système. Enfin, quand je dis humain, c'est-à-dire les hommes, et quand je dis non humain, c'est par exemple la réglementation, quoi, ou d'autres enjeux géopolitiques, économiques, etc. Mais voilà, donc disons que la posture, c'est celle d'être proactif dans la mise au point de ces question. J'ai écouté Philippe, la façon dont les technologies pouvaient façonner nos habitudes perceptives. Est-ce que l'IA pourrait aussi déshabituer de certaines perceptions qui va un peu Ouais, bah peut-être que les normes de la vraisemblance vont être modifiées à travers des productions générées. Et par exemple, la place des fake news vient complètement bouleverser notre appréhension des guerres, de l'actualité, etc., et renouvelle les normes de l'information ou de la vraisemblance, quoi. Donc, il y a des possibles effets sur la transformation de nos habitudes perceptives, ouais.